Alors, semis fin août-septembre, à température un peu plus basse. Ça, on verra. Les épinards, donc quand il fait trop chaud, ils montent très vite en semences. Souvent, j'ai souvent vu ça, les anciens, ils faisaient une rangée à ces drues et ils coupaient en fur et à mesure, mais si on veut des beaux plants, il faut 25 cm dans tous sens entre chaque pied. Vous allez avoir une grosse verdure. Maintenant, les deux façons de faire sont valables. Si on sème très dru, il faut aussi couper très dru, donc couper régulièrement. Peut-être par-ci, par-là, des tiges et laisser un petit peu entre deux. Il faut de l'air, c'est ça le problème. Mais un beau plant sain a besoin de beaucoup d'espace. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça. Donc c'est le 69, 50-19, ça ne se dit pas en français. 69-010 à 69-055. Donc c'est les épinards. Les épinards à graines piquantes, qu'on dit d'Angleterre ou d'Amsterdam, mais je pense qu'on n'a peut-être plus qu'une variété, je ne sais pas s'il y en a encore les deux. Parce que c'est kif bourricot, hein, c'est un peu la même chose. C'est le 69-050, 69-055, et dans les engrais verts, c'est la même chose. Donc 259-006, 259-005. Dans les engrais verts, vous allez risquer d'avoir un paquet de double format, mais au double prix aussi. Donc s'il vous faut pas beaucoup, ben, prenez dans les 69. S'il faut beaucoup, prenez dans les 259. Si c'est pour un engrais vert, à la limite, il ne faut pas semer très dru non plus. Hein. Donc là, encore une fois, les 25-25, c'est plus intéressant, parce que sinon ils vont attraper le blanc et ils vont mourir. Non, avec la méthode de Gertrude Frank, Michel a raconté au printemps, et l'année passée aussi déjà, je pense. Oh, oui. Donc une ligne comme engrais vert entre les légumes va très bien. Mais parfois, quand on a fini les pommes de terre, on n'a pas toujours envie ou le temps ou ce qu'il faut pour remplir. C'est qu'on est un jardinier moyen. Hein. Parce qu'un jardinier ardu n'a jamais de place. Donc là, on peut semer en engrais vert une plus grande parcelle. Quoi. Mais ne semez pas trop dru. Ça, c'est mon conseil à moi. Donc, il y a les autres engrais verts. Donc dans les 251 jusqu'à 259. Ils sont maintenant dans le petit couloir en dessous des petits pois, donc du côté droite. Il y a le trèfle incarnate semé juillet et août, mais qui est annuel. Il y a le trèfle violet qui est vivace, donc ça veut dire qu'il va rester en place. Soit on le cultive en bisannuel, soit on le cultive en vivace, qu'on va faucher éventuellement. Mais comme engrais vert, bon, la verdure c'est sûr que c'est intéressant, mais les racines sont intéressantes aussi comme engrais vert. Donc à ce moment-là, il faut plutôt passer à la binette et l'éliminer. Donc c'est deux façons différentes d'utiliser. Très intéressant pour celui qui a des lapins, des chèvres, tout ce qui en suit. Le trèfle blanc nain, très intéressant pour celui qui a une pelouse. Ça fera une pelouse toujours verte l'été, pas trop haute, avec des fleurs, donc des butineurs, donc marchez pas pieds nus sur les abeilles. Même en chaussure, il ne faut pas marcher sur les abeilles. Mais bon, là c'est l'abeille qui va remporter. À pieds nus, elle risque de se défendre. Hein. Donc les enfants, faire attention, mettre des petits trucs pour mettre dans l'eau, là, aux pieds, si jamais ils jouent beaucoup dans l'herbe. La luzerne, mais là c'est pour plusieurs saisons. La luzerne est aussi très intéressante comme engrais vert, mais ça s'enracine très fortement.
Donc après, pour s'en défaire, il faut être outillé et ça ne va pas tout seul. Donc ça, il faut savoir. Donc encore une fois, si on sème de la luzerne, c'est souvent aussi pour donner à manger aux animaux, pour faire du foin avec, etc. Mais prévoyez alors une parcelle avec peut-être des trèfles mélangés et autre chose mélangée. Hein. Mais alors à faucher régulièrement en été pour donner aux animaux et éventuellement faire un foin. Les vesques d'hiver, ça c'est aussi semi-juillet, août, donc ça veut dire hiver, donc ça pousse pendant l'hiver. Après aussi on va biner quand ils vont gêner. La facélie, ça c'est assez urgent, donc ça donne des fleurs violettes, mauves comme ça. Ça vient haut à peu près comme ça se ressème même quand on le laisse venir en graines. Mais logiquement c'est jusque juillet. Bon, on est le 3-4 août, je sais pas, je ne leur dis pas hein, qu'on est déjà passé juillet. Mais ils vont peut-être avoir du mal, ça dépend s'ils gèlent très vite à fleurir. Bon, comme engrais vert, ils vont encore servir, mais ils ne serviront plus trop pour les abeilles. Les lupins annuels éventuellement, semis d'avril jusqu'à fin août. Donc tout ça c'est dans les 250 et compagnie, hein, dans les engrais verts. Donc la moutarde des champs, c'est une annuelle qui fleurit au printemps, qui souvent gèle, donc elle s'élimine toute seule. C'est une crucifère, donc c'est la famille des choux. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, apparemment pour l'hernie du chou, c'est plutôt une aide. Donc on évite toujours de mettre les choux au même endroit, parce que l'hernie, c'est des espèces de boules à la longue puantes qui viennent aux racines et qui font qu'on ne sait plus avoir des beaux choux, même parfois plus des choux du tout. Donc il faut une rotation de préférence pour les choux. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la famille des choux. Quand on a un petit jardin, si on a des navets, si on a des radis, si on a des choux, si on a des... Comment? La roquette, etc. Bon, c'est difficile de ne pas mettre chaque année plus ou moins au même endroit la famille des choux. Donc là, c'est une possibilité, apparemment, d'éviter ça. Les feuilles de navet, la mésophile, encore une fois, c'est la famille des choux. C'est une bisannuelle, donc elle peut donner un tout petit navet, mais c'est plutôt mis pour avoir beaucoup de verdure. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, les épinards. C'est un des meilleurs engrais verts quand même, qui sont gérables aussi, parce qu'il y en a parfois là qui sont moins gérables. Un trèfle blanc peut très bien servir dans les allées du jardin aussi, hein, si on a des allées en terre et pas dallées ou bétonnées ou je ne sais pas quoi. Donc voilà. Aussi éventuellement entre les fruitiers. Donc si on a des endroits qui sont réservés aux fruitiers, moi j'essaie quand même de repiquer des salades, de repiquer du persil, de repiquer même les betteraves rouges et tout ça entre les pommiers. Hein. Mais celui qui a peut-être des demi-tiges ou des hautes tiges, ben, semer alors au pied peut-être du trèfle blanc. Ça peut être fort intéressant. Maintenant une question de Catherine de l'année passée, pourquoi j'ai des trous dans mes tomates? C'est une chenille qui vient d'une noctuelle, donc un papillon de nuit, hein, donc, qui pond. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ils disent mettre la bourrache, mais je ne pense pas que ça va faire un grand effet, mettre la bourrache entre les tomates. On peut toujours essayer, parce qu'ils disent que les sylphes vont venir, mais sur les bourraches, moi j'ai jamais trop vu des sylphes, je sais pas. J'ai un doute, mais bon, pourquoi pas. Mais sinon, malheureusement, il y a un produit. Là, il y a un basilic. Il y a un produit. Il y a un basilic là. Hein. Donc, comment? Il y a un mélange avec de l'huile de menthe poivrée.
De menthe poivrée, Ouais, oui. Donc il y a ces choses-là. Ou simplement jeter un voile au-dessus. C'est embêtant. Mais bon. Si c'est dans la serre, parce que ça arrive dans la serre aussi, il faut mettre des portes moustiquaires alors. L'année dernière, je pense que j'ai bien acheté. Les abeilles rentrent plus, mais la tomate n'a pas besoin d'être pollinisée extérieurement. Avec le tremblement du vent, et de temps en temps faire le vent soi-même, une fois tapoté sur les tiges, sur le tuteur, ça s'autoféconde tout seul. Au contraire, on pourrait avoir à la limite une hybridation s'il y a trop d'insectes qui viennent polliniser et ne plus avoir tout à fait la même variété, ce qui est bien et pas bien. Ça peut être une très bonne tomate quand même, mais bon, voilà. Donc c'est effectivement, on pensait d'abord aux limaces et tout ça, mais non. C'était pas un trop de limaces, c'était vraiment... D'ailleurs, vous aviez fait de l'humour, vous aviez dit maintenant les limaces sont une perceuse pour faire un joli petit trou rond. Voilà, donc ils n'ont pas de perceuse. C'est une chenille alors en fait. C'est une chenille, oui. Ouais. Et alors c'est une chenille, maintenant je me suis quand même renseignée, qui se planque. C'est-à-dire que dans la journée, on ne la voit pas. Et elle mange d'abord la verdure, et puis la deuxième génération va plus s'attaquer Aux fruits. Parce qu'au début, les fruits ne sont pas mûrs, je suppose qu'ils préfèrent aussi quand ils sont mûrs. Elle préférait les fruits mûrs. Ouais. Ça grimpe, j'avais des tomates presque mûres au sommet. Elles allaient manger les tomates au sommet. Ah oui. Et alors, dans l'intérieur du fruit, il n'y a plus rien. La tomate est complètement vide. Il reste la peau qui... Et j'ai jamais trouvé de chenille. Je coupais les tomates en deux pour regarder, et j'ai jamais trouvé de chenille. Et j'ai vu qu'il y avait malheureusement un produit à vaporiser. Sinon, jeter un petit voile au-dessus, ça va déjà protéger une grande partie. Donc apparemment, c'est la deuxième génération, donc c'est qui se reproduit plusieurs fois dans l'année, au moins 2 fois, qui s'attaquerait plus aux fruits que la première, qui n'ont que les feuilles à manger en fait. Et elles restent sous terre, elles passent l'hiver. Elles ressurgissent, là j'en ai qui sont revenus. Certainement qu'elles font un concombre comme les papillons, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et je ne les ai jamais vus. Mais il laisse ses empreintes. Important. Mais ils n'ont pas la percussion, heureusement. Oh. Alors, c'était une catastrophe. Ce qu'il faut savoir aussi, maintenant que je suis un peu sorti des semis, que les épinards, les carottes aussi, se chargent de toutes les pollutions du sol. Donc si vous avez un terrain pollué, les premières années, vous pouvez mettre des épinards, des carottes, mais il faut peut-être pas les manger, et surtout pas les manger aux bébés ou aux petits-enfants. Ça ne va pas les tuer, mais ça va leur donner des langes bien débordantes, comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voilà. Même pour les épinards perpétuels, qui est une oseille, donc les oseilles certainement aussi. Il faut, après quelques années, renouveler les plants, surtout des épinards perpétuels, parce qu'ils peuvent rester 5 ans, 10 ans, parfois, qui refont chaque année leurs feuilles, de belles grandes feuilles, ils montent en fleurs à 2 mètres de haut. Visités énormément par les cirfes, justement, ceux-là. Et souvent, par-ci, par-là, ils se ressèment tout seuls. Une fois éliminer les vieilles souches et repartir peut-être à un autre endroit avec des plus jeunes, c'est préférable. Voilà. Ouais, donc c'est la famille des oseilles, mais c'est beaucoup moins acide. C'est pour ça qu'on appelle ça sûrement épinards perpétuels. Parce qu'on les prépare surtout comme les épinards qu'on cuit
avec une petite sauce blanche. Les jeunes fraîches. Comment? Les jeunes fraîches. Les jeunes fraîches, les feuilles fraîches? La crème fraîche. Ah, la crème fraîche. Oh, mais là, déjà maintenant, je passe plus les portes. Mais bon, c'est sûr que tout ce qui est bon, c'est pas bon pour tout. Alors, le persil, c'est la meilleure période, c'est le plein été. Hein. Donc, c'est là qu'il va lever un peu plus vite. Le persil, il faut un peu de patience. Hein. Alors, repiquer un par après. Donc, un brin à la fois, à 20 cm les uns les autres. Donc, pas les uns sur les autres. Semer une ligne comme ça à tout plein. Tu auras du persil, mais ça ne sera jamais du beau persil. Donc, toujours bien espacé. Moi, je sème dans des alvéoles. Je mets 2-3 grains dans un petit truc. Et puis, pourquoi 2-3 grains? Parce que si j'en mets qu'un et qui ne pousse pas, ben, j'ai rien. Si j'en ai 2-3 qui lèvent, ben, je laisse le plus beau. Et je coupe avec une petite feuille de ciseaux ou je croque. Ou quand on n'en a pas beaucoup, on peut à ce moment-là diviser. On peut repiquer le persil, même à racines nues. Quand le terrain est humide et bien préparé, ça marche aussi. Ou repiquer alors en godet. Hein. S'il faut faire à racines nues, là on sait faire un suivi plus facile pour l'humidité. Hein. Et après on va les planter tous les 20 cm dans le jardin, ou un petit persil ici, un petit persil un peu partout. Quand on ne dit pas à celui qui va cueillir, ben, le persil il reste là parce qu'on ne trouve pas. Mais bon, ça, c'est une petite anecdote pour moi, hein, parce que Françoise ne trouve pas toujours tout. Oh oui, tu l'as encore caché. Donc ces choses-là, je fais parfois. Hein. Je ne rassemble pas tout au même endroit, mais je mets un peu par-ci par-là. Déjà, le persil, ça a une odeur un peu plus importante. Donc ça peut éloigner certains insectes nuisibles pour d'autres plantes, etc. Et bon, s'il n'est pas mangé. Ouais, parfois la mi-ombre ou bien Oui, plus ensoleillé, ça dépend un peu des saisons. Et comme ça, on ne met pas tout dans le même panier, au même endroit. Mais le persil aime quand même un emplacement assez clair. Hein, à l'ombre complète, ça ne va pas marcher. Mais certaines années qu'il fait très chaud, il sera content d'avoir une mi-ombre. D'autres années qu'il pleut tout le temps, il sera content d'être mis où il y a un peu plus de lumière. Donc, ça. Les cressons de jardin. Donc le persil, c'est le 119 jusqu'au 120 040. Les cressons de jardin 68 000 à 68 031. C'est de avril à août, en principe. Alors, il y a le cresson d'hiver aussi qui résiste bien au gel, pour les salades éventuellement, ou dans les soupes. Hein. Les cressons de fontaine, à ce moment-là, il faut prévoir un bac avec un fond d'eau qui reste toujours plus ou moins dans l'eau, le pied dans l'eau. Et là-dedans, on va mettre un autre bac troué, avec le terreau, et semer là-dedans. Ça, c'est... Cresson de fontaine a besoin de beaucoup d'eau. Hein. Donc les années qu'on a 40 litres d'eau à une demi-heure de temps, il va peut-être flotter et être dans les ruisseaux, mais bon, sinon ça pousse en principe dans les marécages. Hein. Ben, surtout dans les rivières où l'eau coule. Hein. Ouais, les cressonnières, c'est... Ouais. Donc, disons que ça fait un peu peur parce que ça peut transmettre une maladie, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais ça, c'est uniquement quand il y a les moutons qui urinent ou qui font autre chose dans l'eau et qui pourrait éventuellement transmettre une maladie à l'homme. Mais si vous travaillez comme ça dans un bac d'eau, il n'y a pas de souci. Les moutons, ils ne grimpent pas, mettez-le même en hauteur, mais les moutons, ils ne vont pas grimper dedans. Moi qui pense que c'est une pissotière. Quoi ça? Moi qui pense que c'est une pissotière. Ah, ouais. Ouais, donc voilà, les ciboulettes chinoises. Donc 53 000, 53 023,
et la ciboule de Saint-Jacques, mais qui ne se sème pas. Là, il faut trouver Les petits oignons. des petits oignons. Intéressant parce que c'est vivace. Les trois sont plus ou moins vivaces. Hein. La ciboulette ordinaire, c'est la moins vivace, je dirais. Elle s'épuise le sol, elle s'empoisonne elle-même quand elle reste au même endroit. Donc il faut déterrer la choque, diviser et aller replanter ailleurs. La ciboulette chinoise reste des années, fleurit 2 fois, des fleurs blanches, tandis que la ciboulette ordinaire, c'est des fleurs mauves. Les fleurs se mangent, aussi bien de l'une que de l'autre, ont un petit goût d'oignon, de ciboulette, d'ail. Quand est-ce qu'on peut la diviser à la fin de la saison? Oui, pas en plein été. À partir de fin septembre, je dirais, au printemps aussi. On peut semer les ciboules. Les ciboules, moi j'aime bien parce que ça donne une verdure beaucoup plus importante. Donc tu essaies d'avoir une longue tige comme ça. Les tiges sont plus carrées. Non, c'est pas la ciboule Non, de moi Chine. c'est rond. Mais bon, donc moi j'aime bien, mais bon, ça reste aussi vivace un petit peu. Une paire d'années, ça disparaît, donc il faut une fois ressemer de temps en temps. Et aussi mettre quand même à distance, mais ça ne va pas du tout dans la terre argileuse. Donc il faut une terre un peu plus drainante. Donc éventuellement mélanger un peu de sable dans les 10-20 cm de profondeur, ou un peu plus de terreau, de compost mélangé dedans, faire une terre un peu plus allégée, quoi. Éventuellement la poudre de lave, la poudre ou les fins granulés. Il existe, la plupart qu'on trouve, ce sont les plus gros granulés, à peu près 1 cm. Mais il existe aussi des petites boulettes comme ça, c'est de 0 à 3 mm, je pense. Et il existe aussi de la poudre. Pourquoi la lave? Parce qu'elle contient énormément d'éléments. Oligo-éléments, des minéraux. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. Ça coûte un petit peu. Bon, quand on va au café, ça coûte encore un petit peu plus. Surtout s'il y en a plusieurs, quand je ne parle pas du restaurant encore. Donc, pour se faire plaisir, pourquoi pas, pour faire plaisir aux plantes et d'avoir une bonne santé aux plantes, mais avoir des plantes après qui contiennent des choses qu'ils n'auraient peut-être pas autrement, pourquoi pas, de temps en temps. Moi, j'ai acheté surtout les petites boules là, de 3 mm. C'est que moi, j'aime bien les plantes grasses, les cactus, les plantes grasses aussi du jardin, la rocaille et tout ça. Donc j'utilise ça en mélange alors plus là-dedans. Mais quand je sème, plutôt quand je repique, je mélange un petit peu de poudre, soit de roche, soit de lave, dans mon terreau aussi. Donc ça donne aussi des éléments qui n'auront peut-être pas dans le simple terreau de repiquage. Déjà, on peut mélanger avec un peu de terre de jardin, un peu de compost, etc. Quand on repique, c'est quand même intéressant. Pas mettre de compost si c'est pour les petits pois, les haricots, ça, ils n'ont pas trop besoin. Et surtout pas s'il est azoté. Si vous avez fait un compost avec des caca de poule et des choses comme ça, il faut éviter. Mais pour les choux, les poireaux et toutes ces choses-là, ils vont être contents. Même quand je vais repiquer au jardin, alors je prends un pot, je mélange des cendres de bois avec un petit peu d'engrais organique, donc style crotte de vache et de poule à mélanger, un peu de lave en poudre, un peu de roche en poudre, je mélange tout ça, je fais mon trou, je mets un petit peu comme ça, je mélange avec ma petite pelle, je mets la plante dessus et je rebouche. Et ça donne
pour les tomates aussi extra comme façon de faire. Je trouve que c'est intéressant de faire ce petit travail supplémentaire. Si on n'a pas le temps, bah, tant pis, on ne fait pas. Ne pas toucher aux courges, donc les potirons pour l'instant. Laissez-les mûrir à fond, surtout si c'est à mettre en réserve pour l'hiver. Si c'est pour manger tout de suite, ben, vous pouvez déjà commencer à manger les courges. C'est un petit peu dommage, je trouve. Mangez plutôt les courgettes maintenant. Et laissez un peu les courges tranquilles. On les cueillera le plus tard possible. Donc souvent ça craquelle un petit peu autour de la queue. À ce moment-là, c'est le moment de les enlever. Continuez à tailler les fruitiers. Donc les pommes, les poires. S'il y a des tailles à faire, des petites tailles de préférence dans les cerisiers, dans les pruniers, etc., c'est maintenant, hein, surtout pas en hiver, hein, maintenant. Et normalement, c'est à l'accueil des fruits, à la cueillette des fruits. Donc les cerisiers, ça aurait dû être fait, c'est encore possible. Les pruniers, certains sont en fruits maintenant, donc ça. Mais moi, si je veux les garder petits, je taille plusieurs fois. Dès qu'il y a des bouts qui viennent, si je ne veux pas qu'ils deviennent plus grands, je taille. Donc je maintiens plus court. Tandis que les pommes et les poires, c'est plusieurs fois aussi sur l'été. Hein. Donc à partir du 15 mai, quand il fait plus ou moins bon, jusqu'au 15 septembre, début octobre, maintenant que la météo a changé, pour l'instant, je suis occupé de faire la deuxième, voire la troisième taille. Et il y en aura peut-être encore une fin septembre. Donc voilà, ça c'est pour savoir maîtriser, pour aussi avoir plus de boutons à fleurs plus près des grosses branches, parce que sinon les pommes et les poires et les autres fruits ils vont toujours aller de plus en plus loin. Mais moi j'ai parfois des branches qui cassent quand ils ne sont pas trop gros, avec 2 ou 3 poires. C'est ma faute, hein, j'aurais dû éliminer une terre de poire sur une fine branche comme ça, ou attacher la branche avec une ficelle au tronc. C'est comme ça, c'est comme ça. Ne pas tirer les feuilles des tomates, du céleri rave, sauf les feuilles abîmées ou qui touchent le sol. Parce qu'il faut absolument, j'ai déjà dit ça, je redirai ça à chaque fois, hein, parce qu'à chaque fois que je l'ai dit, il y a beaucoup de gens que c'est rentré là, que c'est sorti là. Et parfois on voit des squelettes dans les jardins avec tous des tomates rouges, mais pas mûres et pas bons au niveau du goût. Parce que c'est la photosynthèse qui fait le mûrissement. Photosynthèse, ça veut dire le soleil sur le feuillage, qui agit sur le feuillage, qui transmet tout ça aux fruits et à la plante entière. Donc, photosynthèse au maximum, donc feuillage au maximum. Les années ou les journées, parfois, il n'y a que 2 jours qui fait très chaud avec un soleil brûlant. Les tomates qui n'ont pas de feuilles au-dessus d'eux brûlent, comme nous. Hein, donc ils attrapent un rond au-dessus, comme ça, qui devient noir, dur. C'est plus très appétissant. Au départ, c'est peut-être comestible. À la longue, ça devient... Bon, on les jette plutôt si on en a assez d'autres. C'est quand même mieux de manger. Les céleri rave, pareil. Hein. Les feuilles du bas, parfois, deviennent jaunes, peuvent éventuellement plus facilement attraper la rouille, qu'on appelle. Donc c'est une maladie à champignons. À ce moment-là, on va éliminer les feuilles du bas. S'il ne faut pas, laissez-les. S'ils restent bien vertes, laissez-les le plus longtemps possible. Pailler, bien sûr, aussi. Hein. Surtout les céleri raves. Pailler pour que ça a besoin d'une humidité. Hein. Ne plus donner du tout d'engrais maintenant. Parce que sinon, ils vont pourrir. Hein. Ça pourrit dans le collet. C'est au départ qu'il faut donner la nourriture, surtout azotée. Quand c'est de la nourriture azotée, c'est au départ. Et puis, ils vont utiliser le reste de tout ça durant la saison et ils vont se nourrir
du paillage. Paillage, ça veut dire aussi un mélange, c'est pas que de la paille. Ça peut être du foin, et encore mieux s'il n'y a pas trop de graines. Sinon, on a beaucoup de boulot après pour enlever toutes ces choses, cette herbe et tout ça qui va pousser. Et au-dessus, on peut mettre de la paille. La paille tout seul n'est pas très nourrissant, mais protège fort bien du soleil, de la chaleur et de l'évaporation de l'humidité qui est en dessous. Devient très bon par après quand elle se décompose complètement pour faire de l'humus. Donc c'est pas la même chose. Tout ce qui est verdure qu'on peut recycler sur place va nourrir les plantes en se décomposant, en étant mangé par toutes sortes. Ah, je mangerais bien une glace, moi. Va se décomposer et va devenir la nourriture pour les plantes qui sont là, ou les futures. Tandis que la paille va aussi donner un petit nutriment, mais beaucoup moins important, mais se transformera davantage en humus. Humus, c'est la matière noire du sol qui retient l'eau et qui retient la nourriture disponible pour les plantes. Donc les deux sont importants. C'est pour ça aussi, entre autres, pour ça qu'on mélange, quand on fait un tas de compost encore, on mélange du brun et du vert, qu'on dit. Hein. Donc la paille alors, peut devenir du vert en même temps que le carton, s'il n'est pas trop imprimé, s'il n'est pas plastifié. Ici aussi, je me suis fait avoir, on achète le fromage une bonne fromagerie, et c'était des beaux petits papiers, quand tu déchires, tu dirais du papier. Donc j'ai mis ça dans le compost. J'ai trouvé, et c'est vraiment une fine pellicule de plastique sur chaque papier. Et on ne le voit pas, hein, quand on déchire, on ne voit même pas. Mais bon, donc on est, à partir de maintenant, c'est poubelle, hein, malheureusement. Après, pour enlever tout ça dans le compost... C'est pas du papier paraffiné, non? Non, non. Moi, je croyais aussi qu'ils mettaient quelque chose, mais non. J'ai fait le constat, parce que nous, on mange beaucoup de fromage. Donc, j'avais beaucoup de papier comme ça. Et j'ai été bien embêté quand j'ai transvasé un petit peu mon compost en mettant en attente pour mettre le nouveau compost en route. Parce que moi, je fais les deux. Hein, donc, je composte en surface. Et j'ai encore un tas qui est intéressant aussi quand on a besoin de compost pour mélanger, pour appliquer, tout ça. Ah oui, tu n'auras plus de temps. Ouais, je vais attaquer ici. Alors, voilà. J'avais encore des choses certainement, mais quoi que non, je suis à peu près au bout. J'ai pas pensé, Non, ça va aller.